Alors je mets de l'eau dans mon vin, je tourne la page, je change la fin. Oui, je remets de l'eau dans mon vin, et je viens te dire je reviens. Bonjour à toutes et à tous, chers amis socio-football. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler aujourd'hui de Bordeaux, mais du Gourvenec dans son vin. Et oui, Gourvenec est né à Brest, donc la fameuse école brestoise au football dans les années surtout 90, où on a vu quand même quelques beaux joueurs, dont Jocelyn Gourvenec qui a joué au club, mais on a eu également des Corentin Martins, des Higuain est né à Brest, Ginola est passé par Brest. Alors pour les plus jeunes, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout cela, je vous le dis. Donc Brest, proche donc au bord de l'océan, donc l'eau représente bien cette ville et notamment Jocelyn Gourvenec. Donc quel plus beau titre que j'ai pu trouver aujourd'hui que Bordeaux met du Gourvenec dans son vin. Voilà, donc ça, je vais pas aller plus loin dans la petite métaphore et dans la petite blague sur le sujet, mais quelque part, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Gourvenec à Bordeaux. Alors oui, Gourvenec, c'est pour moi le coach montant, mais depuis un petit moment, depuis qu'il est à Guingamp, nous le suivons, et je trouve qu'il fait un travail formidable depuis qu'il est entraîneur, notamment où il a commencé à Guingamp en 2010, donc ça fait maintenant 7 ans, et en l'espace de 7 ans, eh bien, nous avons un coach qui n'a connu que 2 clubs, là où on a quand même une valse plutôt assez fréquente des coachs qui font 1 an ou 2 dans un club et qui s'en vont d'eux-mêmes, ou alors qui sont remerciés par les clubs en question. Donc là on voit bien qu'avec Jocelyn, c'est plutôt une valeur sûre, c'est plutôt quelqu'un qui bâtit, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a une bonne vision du football, et il est capable de prendre des projets compliqués, des projets pas évident pour un coach, et on va y venir, parce qu'aujourd'hui être le coach d'une équipe professionnelle de football, c'est devenu très compliqué, et on va le voir, vous allez voir qu'en fait le travail aujourd'hui d'un coach de football, encore davantage que dans les années précédentes, c'est la gestion de 80% de l'humain, donc des joueurs, du staff, etc., et 20% de terrain. Donc vous voyez un peu, et vous ne voyez quoi? Vous ne voyez évidemment que ce qui se passe sur le terrain, lors des matchs, etc. Mais en fait, ce qui se passe sur le terrain, c'est surtout la résultante des 80% si vous la gérez bien ou vous la gérez mal sur le plan de l'humain, et notamment des joueurs qui aujourd'hui n'hésitent pas à bouder leur coach, voire même à quasiment faire front en ratant des matchs pour le voir partir parce qu'on n'est pas content, parce qu'on est remplaçant, parce que ceci, parce que cela. Donc on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui, et on va voir que Jocelyn maîtrise parfaitement tous ces paramètres qu'un coach moderne doit avoir aujourd'hui, doit intégrer dans sa philosophie et dans ce qu'il veut mettre en place, sinon il n'y arrive pas. Et on le voit notamment avec des exemples comme Marcelo Bielsa, qui est un exemple flagrant, où c'est peut-être l'un des plus grands coachs sur le plan technique, tactique, etc. Mais souvent il oublie l'aspect humain, et c'est ce qui parfois lui fait défaut, et c'est un peu les casseroles qui traînent derrière lui. Et aujourd'hui on ne peut plus fonctionner comme cela avec des footballeurs. Donc avant de vous parler de Jocelyn Gourvenec, ce qu'il a réalisé à Bordeaux depuis qu'il y est, donc depuis 2016, donc ça fait maintenant 14-15 mois, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il fait depuis qu'il est entraîneur et coach dans le milieu du football. Alors Jocelyn Gourvenec a commencé à Guingamp. Donc Guingamp en 2010 relégué en national, donc effectivement pas trop de moyens pour recruter un coach confirmé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font le pari de prendre Jocelyn Gourvenec en national, donc qui dès sa première saison fait monter le club d'un échelon, puisqu'en 2011, donc fin de saison 2011, il fait accéder l'équipe bretonne en Ligue 2 en finissant 3e de national, donc de justesse, vous voyez, mais il accomplit déjà un premier travail
positif en tant que coach complètement inexpérimenté, et on voit que déjà il n'a pas sombré dans ses débuts, ce qui est très important, hein, parce que lorsqu'on commence mal, quelle que soit l'activité ou un métier ou un domaine, et bien après derrière c'est plus difficile de relever la tête. Alors voilà, il fait monter l'équipe de Guingamp en Ligue 2, et puis il a fait maintenir pendant 2 saisons correctement, donc en Ligue 2, et dès sa 2e saison en Ligue 2, donc en 2013, il fait accéder le club en Ligue 1. Donc on voit que il est plutôt dans une progression positive et dans une spirale positive en tant que coach et nouveau coach de Guingamp. Et dès sa première saison en Ligue 1, il se maintient, il finit 16e du championnat la saison 2013-2014, pardon. Et dès sa première saison en Ligue 1, il remporte la Coupe de France. Donc il fait gagner au club de Guingamp son 2e titre au club, puisque Guingamp ne possède que deux titres dans son palmarès, et à chaque fois c'était la Coupe de France, donc en 2009 avant lui, et en 2014 lors de son accession en Ligue 1 avec Guingamp. Donc là, on se dit quand même, il faudrait peut-être s'intéresser un peu plus à ce coach, et c'est là où on est étonné qu'il n'y ait pas eu d'autres clubs français un peu plus huppés. Et je vais pas citer de nom, hein, même si dans le Rhône il y en a un qui aurait pu se pencher sur son cas, mais ça n'a visiblement pas été évoqué d'un côté comme de l'autre. Et donc Josselin, nickel, première année en Ligue 1, 16e du championnat, maintien en Ligue 1, et je gagne la Coupe de France contre, en plus, l'ennemi breton, Rennes. Donc là, on dit bravo Josselin, mais c'est pas un coach qui fait des vagues. C'est le cas de le dire pour quelqu'un qui est né à Brest. Hein. Il continue son petit travail, son petit bonhomme de chemin à Guingamp, où il finit la saison 2014-2015 10e en Ligue 1, tout en jouant l'Europa League, hein, puisqu'il a réussi à qualifier le club en Europa League en remportant la Coupe de France l'année précédente. Et encore une fois, Josselin fait gravir des paliers à Guingamp, qui participe pour la première fois de son histoire en 16e de finale de l'Europa League, qu'ils vont perdre pas facilement, hein. Ils se font éliminer par le Dynamo de Kiev, qui avait à cette période-là une belle équipe, hein, avec notamment Yarmolenko. Il y avait également d'autres joueurs confirmés dans le club d'Ukraine. Donc là encore, progression. Et à chaque fois, il gravit un palier tranquillement, doucement, sans vague, sans se mettre en avant, etc. Et il continue. Aucun club encore en France ne s'intéresse vraiment à lui, hein, visiblement. Donc il refait une saison avec Guingamp, où là, il finit également 16e du championnat lors de la saison 2015-2016, hein, donc pas très loin quand même de la descente, hein, mais malgré tout, ce qui est normal, hein, parce que Guingamp jouant plusieurs tableaux, c'est pas évident, parce que faut savoir une chose, là où beaucoup de coachs disent on peut pas jouer le championnat, puis la Coupe de France, puis la Coupe de la Ligue, et éventuellement l'Europa League, eh bien lui, Josselin, il ne fait pas de différence. Josselin Gourvenec, il joue toutes les compétitions de la même façon. Il ne calcule pas. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, pour moi, sa force. C'est qu'il n'est pas dans le calcul permanent, et il ne met pas dans la tête de ses joueurs de se dire on ne peut pas jouer 3 jours, tous les 3 jours, on peut pas jouer 3 matchs dans la même semaine, etc. Lui, il dit tout le contraire. Il dit on peut jouer et on va jouer. Et c'est déjà, je pense, une bonne chose. Et il part d'un bon principe, et surtout ce qu'il inculque à ses joueurs,
c'est déjà positif. Il ne parle pas à ses joueurs de manière négative. Et ça, c'est important lorsqu'on a un groupe et lorsqu'on connaît les joueurs aujourd'hui, notamment dans le haut niveau, où le mental compte énormément, où le moindre petit grain de sable, le moindre doute fait complètement basculer un match. Eh bien lui, Josselin, il est pas dans cette logique. Et c'est ça également ce qui me plaît en lui, c'est que c'est pas quelqu'un qui calcule pour calculer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc Jean-Louis Trio, super idée, hein. Donc c'est l'une de ses, je pense, meilleures idées qu'il a eues en tant que président de Bordeaux. Et il en a eu plein d'autres, hein, Trio, même s'il a été critiqué, il a fait de très belles choses aux Girondins de Bordeaux. Donc Trio décide de recruter à l'été 2016 Jocelyn Gourvenec parce qu'il a vu avant d'autres présidents de clubs français que c'était le coach montant et que c'était le coach qu'il fallait avoir au club. Alors voilà que Jocelyn débarque à l'été 2016 à Bordeaux, après 5-6 années très difficiles en dents de scie avec tout d'abord Francis Gillot, puis après Willy Sagnol, qui ont tout doucement fait sombrer le club vers le bas. Pas tant au classement, puisque finalement ils se sont maintenus entre la 7e, la 6, 7, 8e place, mais dans la façon d'aborder les matchs, dans la façon de présenter les choses aux joueurs, il n'y avait pas de progression. On ne voyait pas de progrès dans ce club de Bordeaux qui s'était complètement endormi depuis l'ère blanc. Et ça, c'était plus acceptable de la part des supporters de Bordeaux qui ont complètement déserté le stade. Alors l'Escure au départ, puis après le nouveau stade qui a été construit à Bordeaux. Donc Jocelyn arrive. Et donc qu'est-ce que sa première tâche, hein, comme je vous l'ai dit, c'est l'humain. Donc si vous ratez l'humain, vous ratez tout le reste. Donc il arrive au club de Bordeaux, des conflits. Forcément, avec tout ce qui s'est passé au préalable, rien n'a vraiment été réglé au club par les prédécesseurs. Donc il arrive donc conflit au niveau des gardiens, donc entre Prior et Cédric Carasso, mais également au milieu de tout cela, Ramé qui était pas du tout pro Carasso, qui avait pris sa place lorsque lui était gardien à Bordeaux. Donc gros conflit entre les gardiens, et sa première tâche a été de désamorcer ce conflit entre Prior et Carasso, et il l'a fait progressivement, doucement, sans se mettre ses gardiens à dos, sans se mettre, on l'a vu, tout son vestiaire à dos. Et ça a été aussi également très intelligent de sa part, où il a vraiment montré qu'il savait gérer les conflits, malgré que c'est très difficile, parce qu'il arrivait au club, donc il ne connaissait pas le club, il ne connaissait pas les joueurs, etc. Et malgré cela, il a réussi à désamorcer une bombe qui était naissante depuis des années aux Girondins de Bordeaux. Donc là, super, beau travail, il a montré à tout son vestiaire qu'il savait gérer les conflits, et c'était pas qu'un conflit qui aurait pu ressurgir entre seulement les deux gardiens, mais il aurait montré également à tout son vestiaire qu'il était incapable de gérer justement ce type de situation, et là ça aurait ressurgi sur d'autres cas, et on va le voir par la suite. Alors il arrive au club, pas évident. Beaucoup de carences aux Girondins de Bordeaux, beaucoup de joueurs également pas très adaptés à ce que veut faire les Girondins de Bordeaux en termes de qualité à tous les niveaux, sur le plan humain également. Des joueurs également, beaucoup de joueurs installés depuis des années dans le confort à Bordeaux, tranquillement, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, c'était pas un problème. Ils étaient tranquilles au club, on les embêtait pas, ni de la part des supporters, ni de la part des dirigeants, etc. Donc lui, il arrive là-dedans. Si on est un peu ambitieux et si on veut réussir, on ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un peu la méthode douce. Est-ce qu'il y a deux façons de faire, hein? Il aurait pu soit créer une fracture totale et dire
je rase tout et je recommence avec 2-0, avec comme l'a fait Bielsa à Lille, et on voit que c'est pas forcément la solution. Donc il est plutôt allé par étapes, par crescendo. On voit, il a pas voulu se fier à des on-dit, à des idées préconçues. Il a quasiment donné sa chance à tout le monde dans la première partie de saison 2016-2017 du championnat. Donc entre juillet et décembre, il a cherché plein de solutions différentes, et il avait pas vraiment une équipe type, hormis peut-être ceux qui étaient devant, où il savait à peu près qui allait jouer où, mais sinon au milieu de terrain et derrière, il a quasiment changé à tous les matchs, et il a cherché sa meilleure formule dans la première partie de saison, sans véritablement arriver à la trouver. Et vous allez voir, hein, puisque en décembre 2016, donc jusqu'à la trêve hivernale, eh bien Bordeaux est 10e du championnat avec 25 points seulement, 20 buts inscrits pour 27 buts encaissés. Donc c'est un goal average, un différentiel de moins 6 buts sur la première partie de saison qui n'est pas bonne. Et on le voit, hein, il a cherché plein de formules différentes. Alors au départ, il a commencé avec les cadres installés dans le vestiaire. Donc devant, il y avait Menez, Roland, donc Menez qui venait d'arriver en plus au club, donc quand on connaît Menez et sa mentalité, c'était encore un deuxième cas après Carasso-Prior à gérer en termes sur le plan humain et sur le plan du caractère de ce joueur. Donc il a fait jouer devant, comme vous pouvez le voir là, donc Menez, Roland, il y avait Touré, parfois Ounas, Malcolm également qui commençait à pointer un peu plus le bout de son nez. Et au milieu de terrain, ça changeait beaucoup parce qu'il était rarement satisfait d'un match à l'autre. Nous avions Toulalan, Plasil, Vada, parfois Certic également, mais Certic également jouait par moment en défense centrale, avec Levchuk, pas loin en défense centrale, mais ça changeait tout le temps parce que personne ne donnait vraiment satisfaction, hormis peut-être au niveau des deux latéraux, on avait quasiment, on va dire, les mêmes joueurs, et ces joueurs qu'ils voulaient voir lorsqu'ils étaient disponibles, avec Contento à gauche et Sabali à droite. Donc on voit gros chantier. Donc premier chantier des gardiens qu'il a résolu, on va dire, assez rapidement dans les premières semaines de son arrivée. Mais on voit que très rapidement, il a eu des très gros chantiers qui sont apparus au niveau de la défense centrale, au niveau surtout du milieu de terrain et de l'attaque. Parce qu'on ne peut pas prendre autant de buts et on ne peut pas inscrire si peu de buts si on veut avoir des ambitions en Ligue 1. Donc il a tâtonné, il a cherché pendant la première partie de saison et il n'a pas vraiment trouvé sa formule idéale, ou voire même il n'a pas trouvé de formule même la moins pire, on va dire, hein, puisqu'il a constamment changé sans vraiment faire jouer les mêmes joueurs 2-3 matchs de suite. Et je pense qu'il a bien fait parce qu'il a voulu voir ce que valaient les joueurs sans précipiter les choses, sans les exclure trop rapidement, et surtout ne pas se mettre tous ces joueurs à dos parce qu'il lui aurait tourné le dos et là il aurait été mort quasiment dès sa première saison à Bordeaux. Il y est plutôt allé progressivement et là il s'est fait une bonne idée dans la première partie de saison. Il y a eu également un élément déclencheur, c'est un match le 17 décembre où Bordeaux prend une claque à Montpellier 4-0. 4-0 à Montpellier qui était en grande difficulté, et là ils vont se prendre une raclée à la Mosson, 4-0, avec un Jérémy Menez pitoyable, qui a constamment râlé durant le match, qui a mis l'équipe en grande difficulté, voire même en branle, hein, c'est le cas de le dire, hein, Jérémy Menez, quand il veut foutre son bordel, je crois qu'il n'y a pas mieux, avec des Samir Nasri, etc. D'ailleurs on le voit, ils sont tous retrouvés après dans le même club à Antalyaspor, c'est très bien, hein, c'est parfait pour la Turquie, loin de la France, peut-être que ça va les assagir, etc. Mais pas sûr quand on connaît leur parcours et ce qu'ils ont fait dans les différents clubs où ils sont passés. Donc Jérémy Menez, en plus ce jour-là contre Montpellier, prend un carton rouge, et là immédiatement le lendemain il se fait recadrer par Jean-Louis Trio.
qui explique que ce n'est pas possible d'avoir ce comportement. Et Jocelyn Gourvennec également qui s'est exprimé, mais gentiment, toujours pour ne pas se braquer son vestiaire et ne pas avoir un Ménez contre lui qui aura mis le bazar très rapidement dans son vestiaire, et il le savait très bien. Jocelyn Gourvennec, il est loin d'être idiot, hein, ce coach. Et donc, mais dans sa tête, c'était déjà fini avec Jérémy Ménez, c'était clair. Donc Jocelyn Gourvennec devait agir et devait prendre des décisions à la trêve lors du mercato hivernal en janvier 2017, et nous allons voir quelles sont les décisions qu'il a prises et les bonnes décisions, parce qu'on va le voir dans la deuxième partie de saison, c'était bien mieux au niveau du jeu, au niveau des résultats, et également au niveau du différentiel entre les buts inscrits et les buts encaissés, et c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de lacunes, hein. On voyait bien que derrière, Levchuk, c'était pas très sûr, Palois, c'était pas très sûr non plus, Sertic en défense centrale, c'était peut-être la moins pire des solutions, mais c'était pas l'idéal non plus. Au milieu de terrain, Sertic, c'était pas l'idéal, capitaine de l'équipe, joueur emblématique de Bordeaux, etc. Et là, il s'est dit, Jocelyn, est-ce que je garde tout ce petit monde? Qu'est-ce que je fais? Et on va voir quelles sont les décisions qui ont été prises à la trêve hivernale à Bordeaux. La première grande décision que prend Jocelyn Gourvennec à Bordeaux, c'est de recruter Sankaré, qui était parti à Lille, et avec qui ça ne se passait pas très bien, parce qu'au LOSC, on sait tout ce qui s'est passé la saison dernière avec le changement de propriétaire, où l'équipe n'était pas du tout... ça se passait vraiment très mal, entre les changements de coach, entre les changements de propriétaire, l'équipe qui ne savait pas où elle allait, les joueurs qui ne savaient pas où ils allaient. Donc Sankaré rejoint sans se poser aucune question Jocelyn Gourvennec à Bordeaux, qu'il l'avait déjà eu à Guingamp, hein, comme je vous l'ai dit, et ça se passait très bien. Il savait très bien ce qu'il allait pouvoir en tirer de Sankaré. Il savait très bien ce qu'il allait pouvoir lui apporter au milieu de terrain, puisqu'il n'a jamais réussi à trouver ce milieu de terrain qui allait stabiliser le jeu, qui allait stabiliser l'équipe en apportant un peu plus de physique et de volume de jeu au milieu de terrain pour justement soulager sa défense. Donc là, il recrute Sankaré, et contre toute attente, hein, et contre d'ailleurs l'avis de pas mal de monde au niveau des journalistes sportifs qui ne comprenaient pas l'apport et l'arrivée de Sankaré à Bordeaux. Mais lui, Jocelyn, il savait très bien où il allait et ce qu'il faisait avec Sankaré. Donc là, c'était une première grande décision qui a porté ses fruits et qui a été extrêmement positive pour la deuxième partie de saison. La deuxième décision, c'est qu'il laisse partir l'enfant du club, Grégory Sertic, à Marseille. Et pour moi, là, c'est une très bonne décision. Il n'est pas parti très cher, hein. Je crois que c'est 2,5 millions d'euros, mais pour moi c'est limite une escroquerie de Bordeaux qui a vendu Sertic, qui n'a pas du tout le niveau, notamment pour jouer à Bordeaux, mais encore moins à Marseille, et qui n'apportait rien au club, qui était le capitaine de l'équipe, mais qui n'était pas un capitaine emblématique avec du caractère et de la personnalité. Donc là, il l'a laissé partir, et d'ailleurs ça a été critiqué par les supporters bordelais qui ont menacé Grégory Sertic, qui c'était inadmissible, l'enfant du club partir chez l'ennemi juré Marseille. Puis finalement aujourd'hui les supporters bordelais disent merci aux Girondins de Bordeaux et notamment à Jocelyn Gourvennec, hein. Comme quoi, vous voyez, hein, un coach sert à quelque chose dans un club. Et également, l'autre décision qu'il prend, mais qui ne va pas se révéler tout de suite positive, c'est en se faisant prêter Jovanovic, hein, qui était à Saint-Pétersbourg, défenseur central, hein, parce qu'il avait très peu de certitude entre Palois, Levchuk et éventuellement Grégory Sertic. Donc il fait venir Jovanovic, hein, du Saint-Pétersbourg, prêté et maintenant recruté définitivement par Bordeaux cette saison. Et donc lui également, il apporte de la concurrence en défense centrale, il apporte également un peu plus de sérénité, on l'a vu, hein, lors des matchs dans la deuxième partie de saison de Bordeaux, ça a été bien mieux en défense centrale. La troisième décision qu'il prend, c'est de rajeunir complètement l'équipe devant.
out Roland, qui d'ailleurs a été recadré puisqu'il est arrivé de ses vacances hivernales en retard, donc mis de côté en réserve dès son retour d'Uruguay, et également sanctionné financièrement Roland, mais qui n'a pas donné satisfaction non plus dans la première partie de saison avec les Girondins de Bordeaux. Et out Jérémy Ménez, qui de toute façon ça ne pouvait que mal se passer, mais il pouvait faire cela. Pourquoi, Josselin? Parce qu'il avait son aboyeur, son homme de confiance avec Sankaré, qui était son principal relais, son principal soutien au sein du vestiaire bordelais. Sans la présence de Sankaré, ça aurait été certainement un peu plus difficile. Donc vous voyez que beaucoup de choses se jouent sur le terrain, mais surtout se jouent dans les coulisses et en dehors du terrain. Si vous ratez le hors-terrain, sur le terrain, c'est mort, c'est foutu. Vous avez beau mettre tous les systèmes en place, la meilleure disposition sur le terrain, et on l'a vu lors du match de Ligue des Champions entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, où pour moi, Ancelotti a mis l'équipe qu'il fallait pour remporter un match, ou en tout cas pour faire face au jeu du PSG, mais ça n'a pas marché parce que son vestiaire n'était pas du tout là. Il l'a quasiment lâché avec une fronde qui a été créée au sein du Bayern. Allez, on passe vite le Bayern parce qu'on n'est pas là pour parler du Bayern, c'est un autre sujet. Donc là, Josselin réussit correctement et à 100% l'intégration sur le plan humain et son intégration au sein du vestiaire, et gagne en légitimité au sein du vestiaire. Donc il installe Laborde avant-centre, Camano à gauche, qui était plutôt le remplaçant de Ounas ou d'un autre, de Jérémy Ménez notamment, et il garde Malcolm à droite. Et là, personne ne comprend et tout le monde se dit ça ne va pas marcher, c'est trop jeune, c'est ceci, c'est cela. Mais Jocelyn Gourvenec, il sait ce qu'il fait. Il prépare déjà la saison 2017-2018 en intégrant ces jeunes-là dans la deuxième partie de saison. Et notamment, Jérémy Ménez, on le voit, il fait la gueule, il joue plus, etc. Donc là, on savait très bien que ça allait mal se passer. Mais comme Jocelyn a réussi à avoir son aboyeur au milieu de terrain et son homme de confiance, avec notamment Toulalan, qu'il repositionne plutôt au niveau de la défense centrale, il le refait descendre d'un cran, parce qu'il peut le faire, ce qu'il n'a pas pu faire en première partie de saison, parce que Toulalan, c'était encore celui qui tenait un peu mieux au niveau du volume de jeu au milieu de terrain. Grâce à Sankaré, il peut faire aussi redescendre Toulalan en défense centrale, qui lui a fortement servi pour sa deuxième partie de saison. Donc tout ça, on voit que c'est bien pensé, qu'il sait où il va, il sait ce qu'il fait sur le plan du jeu, sur le plan de l'intégration des humains, sur le plan de ce qu'il attend également de la défaillance de certains ou de son vestiaire qui pouvait le lâcher, mais il a réussi à isoler les pestiférés, enfin les pestiférés, pas les pestiférés, mais les fouteurs de merde, on va le dire, on le sait, Jérémy Ménez, c'est le fouteur de merde. Roland, c'est plutôt celui, c'est le nonchalant sud-américain. Voilà, un jour je suis bon, le lendemain je suis moins bon, un jour je marque 3 buts, le lendemain je mets pas un pied devant, etc. Donc il a réussi, certes que je m'en sépare parce que il avait beaucoup d'influence dans le vestiaire et pas forcément extrêmement positive. Et donc voilà, il réussit, et de cette façon-là, il réussit à peu près à avoir en deuxième partie de saison une ossature. Donc devant, comme je vous l'ai dit, Camano qui finit en étant quasiment meilleur passeur décisif dans la deuxième partie de saison. Laborde qui inscrit également but sur but, et Malcolm qui commence à être déroutant pour les défenses adverses. Et au milieu de terrain, il arrive à asseoir un milieu de terrain assez solide. Parfois, quand ça dépendait des équipes en face, lorsque c'était costaud, il mettait Sankaré, mais il mettait Toulalan avec lui, avec Vada. Et quand c'était un peu moins solide en face, il faisait redescendre Toulalan en défense centrale, et il alignait d'autres joueurs au milieu de terrain, notamment avec on va y venir. Donc il y avait Sankaré, Vada, et c'était essentiellement comme cela qu'il évoluait sur le terrain. Oui, j'oublie Plasil, pardon. Donc effectivement, il y avait Toulalan, il y avait en fait, il se basait sur principalement 4 milieux de terrain. Donc Sankaré, son métronome au milieu de terrain. Par moment Toulalan.
par moment Vada ou par moment Plasil, selon l'état de forme des uns et des autres. Et derrière, eh bien, il avait son ossature désormais, avec en homme de base très régulièrement Toulalan, mais également Palois, Levchuk ou Jovanovic, ça tournait en fonction des équipes en face. Et il avait déjà une certaine stabilité et il avait à peu près réussi à constituer une équipe avec des idées bien précautues et un peu plus claires que dans la deuxième partie de saison. Donc on voyait, ça tenait bon, ça tenait la route sur le plan du football. Et c'est pour ça qu'il réalise une deuxième partie de saison quasiment de champion de France. Alors pas exactement, mais s'il avait réalisé sa première partie comme la deuxième, il était qualifié en Ligue des Champions, Jocelyn Gourvenec. Donc on voit qu'il a vraiment renversé la situation à la trêve par des décisions extrêmement judicieuses et très clairement à son avantage et positive pour le club de Bordeaux. Et donc Bordeaux finit 6e du championnat, quasiment aux portes de la 5e place derrière Marseille, en inscrivant 33 buts dans la deuxième partie de saison contre 20 dans la première, et en ne prenant que 17 buts dans la deuxième partie de saison contre 26 dans la première partie. Donc bravo, là on va dire que Jocelyn Gourvenec a vraiment réalisé un vrai coup de force, un vrai coup de maître, tout en douceur, mais en étant très ferme vis-à-vis de son vestiaire. Donc pour moi, Jocelyn Gourvenec, je le qualifie d'homme de main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais par rapport à ce qu'il a réalisé à Guingamp, mais surtout ce qu'il a fait dans sa première saison au Girondins de Bordeaux, où il a changé en douceur les choses et au bon moment, sans se mettre son vestiaire à dos et sans compromettre les résultats de l'équipe. Et là on peut vraiment le féliciter, parce qu'on voit qu'il a extrêmement bien géré les 80% de l'humain, où finalement il y avait plus de problèmes dans le vestiaire dans la deuxième partie de saison. Même Menez s'est fait tout petit et s'est fait à l'idée qu'il allait quitter le club, hein, et ça, il n'y a pas eu de vague. Carasso a été installé dans les buts jusqu'à la fin de saison. Il l'a bien fait. Il n'a pas été reconduit parce que effectivement il est en fin de carrière et qu'ils avaient l'opportunité de recruter Benoît Costil, ce qui ne peut pas se manquer en termes d'opportunités, puisque c'est plutôt un gardien d'avenir et qui évolue en équipe de France, etc. Donc il pouvait pas manquer cette occasion, même si Carasso était un homme fidèle, hein, du club, hein, l'homme du club, l'âme des Girondins de Bordeaux ces 10-15 dernières années. Par contre, effectivement, là où les dirigeants du club ont raté les choses, c'est la sortie de Cédric Carasso. Ils n'y ont pas accordé une belle sortie, un beau départ du club. Donc c'est le seul carton orange qu'on peut mettre aux Girondins de Bordeaux durant la saison dernière. C'est que ça a été mal géré au niveau du départ de Cédric Carasso. Donc on voit Jocelyn Gourvenec, excellente décision, très bien géré l'aspect humain, très bien géré les chantiers sur le plan de la défense, sur le plan du milieu de terrain, sur le plan des attaquants, en prenant quelques bonnes décisions, mais qui ont fonctionné, qui étaient extrêmement positives. Et c'est comme ça qu'on passe de la 10e place en janvier à la 6e place en fin mai du championnat. Et donc on dit bravo qui, merci qui. Merci Jocelyn Gourvenec, l'eau du vin de Bordeaux qui a fait bonifier cette équipe en l'espace de 6 mois, on va dire, parce que pour moi, son travail réel qu'il a réalisé, c'est entre janvier et mai, on va dire même 5 mois. Tout le reste, c'était de l'observation, c'était de l'analyse avant de prendre ce type de décision 5-6 mois plus tard, après son arrivée. Donc bravo Jocelyn, très belle saison, belle décision. C'est déjà le signe d'un très grand coach. Si vous en doutez, moi je n'ai aucun doute sur le sujet. Bordeaux a un très grand coach. Et on va aller au-delà même. La France a un très grand coach. Et il n'est pas impossible que ce coach finisse un jour
peut-être le sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Jocelyn Gourvenec, si un jour il est sélectionneur de l'équipe de France, eh bien il ne faudra pas s'étonner. Parce que pour moi, il en a toutes les capacités pour l'être. C'est pas quelqu'un qui met le bazar, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui travaille dans la durée. Il a une très bonne analyse. Ça a été un grand joueur aussi. Il est légitime sur tous les plans et il est tout à fait pour moi capable dans quelques années d'être le sélectionneur des Bleus. J'en suis convaincu. Alors maintenant, parlons et voyons ce qu'il a réalisé à l'été 2017, donc au mercato estival, et dans ce début de saison 2017-2018 où on voit ça progresse. Ça y va, on y va étape par étape, échelon par échelon, hein, donc à la Jocelyn Gourvenec, hein, on brûle pas les étapes, on construit, on bâtit étage par étage pour construire un bel immeuble, une belle tour digne des plus belles tours de Dubaï, de Doha, avec en n'ayant pas les moyens du golf. Et pourtant, des beaux golfs, il y en a à Bordeaux. Hein. C'était pour la petite aparté, hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous formalisez pas sur l'humour potache qu'on peut avoir parfois. C'est aussi ça le football, hein. Parfois on peut avoir un humour douteux, un humour graveleux, un humour potache, un humour tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel dans la vie et notamment dans le football, c'est d'avoir d'humour. Hein. Vous pensez pas? Vous ne trouvez pas? Sans humour, et c'est plus difficile. Avec de l'humour, on arrive même parfois à faire passer des idées un peu tordues, des idées un peu loufoques, des idées un peu qui sont contre nature, des idées peut-être que en face elles sont contraires, mais avec de l'humour, vous arrivez à les faire accepter plus facilement vis-à-vis de vos interlocuteurs, de vos joueurs dans le vestiaire. Mais ça ne se manage pas non plus qu'avec de l'humour. Attention, il faut être sérieux, il faut savoir de quoi on parle, parce que derrière, ils vous le font payer très cher cash et très rapidement, hein, nos amis footballeurs. Alors voyons un peu ce début de saison de Jocelyn Gourvenec de Bordeaux, puisqu'ils sont 3e du championnat, et que ce samedi à 17h, et oui là encore c'est une anomalie, hein, pour moi c'est la tête d'affiche PSG Bordeaux, eh bien ça ne va pas se jouer dimanche soir à l'heure des très grands matchs en Ligue 1, mais ça va se jouer ce samedi à 17h, hein. Alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être un problème de calendrier, etc. Bon, je comprends pas, mais on va avoir Nice-Marseille qui est aussi un beau match, mais quand même ce PSG Bordeaux vaudra le coup d'être vu, je pense, lors de cette journée de championnat. Donc voyons un peu ce qu'il réalise en 2017-2018. Cette saison 2017 et 2018, comment elle se présente à Bordeaux? Eh bien, elle est bien plus sereine et bien plus stable que les années précédentes. Et on le voit, hein, donc la première décision lors du mercato qui a été prise, c'est de se séparer des enquiquineurs, des joueurs pas sérieux, des joueurs sur qui on ne peut pas compter dans la durée, etc. Parce que c'est pas comme ça que travaille Jocelyn Gourvenec. Lui, il travaille dans la durée. Il veut des joueurs fiables, il veut des joueurs stables, des joueurs constants, des joueurs qui montrent qu'ils sont capables de jouer plusieurs matchs à la suite sur un haut niveau. Et donc ce que fait Jocelyn avec sa direction, c'est qu'il se sépare déjà, ça on s'en doutait, de Menez. Il se sépare de Diego Roland, hein, qui est très inconstant et qui montre beaucoup également pas très peu de fiabilité au niveau de son sérieux, de l'entraînement, de son retour de vacances, etc. Ounas également, Adam Ounas, qui a également séché quelques décrassages et voire même peut-être des entraînements, etc. Et là on se dit, mais ils sont dingues à Bordeaux, ils nous vendent la pépite, parce que oui, Adam Ounas, on l'a présenté comme la pépite qu'on a laissé partir à Naples. Mais il faut voir ce qu'il fait à Naples, il joue quasiment pas. Et en plus, ils ont pu le vendre quasiment 10 millions d'euros.
c'est une opportunité en or. C'est des choses qui ne se représenteront plus. C'est comme Neymar, 222 millions au PSG, ou plutôt Mbappé, 180 millions au PSG. Ça ne se représentera peut-être plus, donc il faut les vendre. Donc pour moi, c'est une décision qui a été bonne. Et il laisse partir également Palois parce que c'est très faible. Hein. C'est carton rouge sur carton rouge. C'est pas bon du tout, quoi. Et plein d'autres joueurs qu'ils n'ont pas finalement fait revenir, comme Crivelli qui était à Bastia, etc., où on s'est posé la question, et d'autres, j'en passe. Hein. Et ils ont fait venir des joueurs également fiables. Déjà, ils ont conservé l'ossature et la base, mais ils ont recruté définitivement Jovanovic, qui a donné satisfaction en défense centrale. Les Ragueurs, ils ont fait également Tavio du Brésil. Donc voilà, il n'y a pas eu des recrues phares, mais il y a eu à chaque fois des recrues utiles pour solidifier, pour avoir un groupe beaucoup plus homogène, beaucoup plus, on va dire, de niveau, de bon niveau par rapport aux meilleurs joueurs de l'effectif. Et là, c'est également une bonne chose. Et peut-être la très très grande décision qui a été prise par Bordeaux, c'est d'avoir su conserver Malcolm, hein, qui a le feu dans les jambes depuis le début de saison, qui aurait eu, ou dont le club aurait eu une proposition de près de 50 millions d'euros de la part de Dortmund, après le départ de Dembélé du club allemand. Et bien là, où les Girondins de Bordeaux l'auraient vendu, mais sans même sourciller et réfléchir plus d'une minute. 50 millions d'euros, c'est quasiment le budget du club. Ils l'auraient vendu. Mais là, la direction ne l'a pas fait. Pourquoi elle l'a pas fait ? Parce qu'elle a confiance en son coach avant tout. Parce que son coach a gagné en crédibilité auprès de la direction déjà de son président, mais également surtout de l'actionnaire M6, qui s'est dit, là, on a peut-être quelque chose à faire avec ce coach, où on sent qu'il est dans une spirale positive, qu'il est là pour bâtir, et si on veut garder, parce qu'on a enfin un coach à Bordeaux qui est de bonne augure, de bonne facture, on va dire, et de qualité qu'on n'a pas eu depuis des années, on va pas se mettre en vendant Malcolm comme ça précipitamment en fin de mercato, on risque aussi de perdre notre coach. Et donc ça, c'est bien joué parce que c'est grâce notamment à tout le travail de Jocelyn Gourvenec qu'ils ont réussi finalement à garder une ossature de qualité où ils peuvent disputer les 4-5 meilleures places. Alors certains parlent de qualification en Ligue des Champions. Si vraiment, honnêtement, pour moi, Bordeaux, c'est encore un peu jeune, ça demande encore de mûrir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs quand même devant, au milieu de terrain, etc. Beaucoup de nouveaux qui sont arrivés également au sein du club. Donc ça demande encore de mûrir. Si vraiment ils arrivent à accrocher les 3 premières places, là, ce sera vraiment un travail formidable de la part du coach et de tout le staff des Girondins de Bordeaux. Pour moi, ils doivent viser la 4e, la 5e place de la Ligue 1, parce que c'est là que doit se situer aujourd'hui Bordeaux par rapport à tout ce qui a été construit depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec. Et déjà, s'ils accrochent les 5 premières places, il y aura déjà une progression par rapport aux années précédentes, progression dans le jeu, au niveau de la qualité du jeu, au niveau du classement dans ce championnat, au niveau également de faire revenir les supporters dans le stade, et on voit ils sont de plus en plus nombreux, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Vous pratiquez du beau jeu, vous leur donnez à manger aux supporters, ils vont venir au stade, hein. Et donc et il faut pas me dire qu'à Bordeaux c'est la ville un peu bourgeoise, voilà, les dunes du Pilat, Arcachon, voilà, avant tout. Non, c'est aussi une ville de sport. Bordeaux, ça a toujours été une ville de sport, hein. Il y a le rugby, il y a le foot, et ils adorent le sport, et rappelez-vous quand même du duel entre Marseille et Bordeaux, c'était du délire. Le stade était plein, il y avait une ferveur importante. Par contre, effectivement, ils ont mangé du caviar pendant des années, les années Bèze, sans jeu de mots, hein. Là, je vous assure, c'est sans jeu de mots, il n'y a pas de mots, hein. Donc, pendant les années Claude Bèze, j'insiste, hein, mais sans jeu de mots,
Donc ils veulent du beau jeu, ils veulent qu'ils veulent voir pratiquer du beau jeu parce qu'il y a quand même des très beaux joueurs qui sont passés par les Girondins de Bordeaux. Donc c'est pas Jérémy Ménez qui va les faire rêver, hein, faut le savoir. Donc là, très bonne décision également qui a été prise, hein, j'ai oublié en fin de mercato, c'est d'avoir recruté Depréville à Lille. Et vous allez voir que Depréville, devant, ça va enquiller, hein, comme on dit dans le sud. Ils vont en enquiller des buts, hein, le bougre. Donc très très bonne décision aussi. Ils ont vraiment deux bons avant-centres avec Laborde et Depréville. Donc il y a vraiment une très très bonne équipe pour réaliser une énorme saison en Girondins de Bordeaux. Donc s'ils finissent dans les 3 premières places, ben, moi je dis chapeau bas, monsieur Gourvenec. Vraiment, ce sera de l'excellent travail en si peu de temps. Hein. Comme quoi, on peut faire bien et vite. Là, on dit, oui, il faut du temps, il faut ceci, il faut cela. Et moi, je suis désolé, mais le football de haut niveau et de très haut niveau, il y a plus la notion de temps, c'est plus possible. Donc, quand on choisit de faire un reset total de son effectif comme à Lille, hein, et pourtant j'aime beaucoup Bielsa, mais quand on fait ça, on s'expose à des difficultés. Et si aujourd'hui on en est à dire il faut du temps, c'est parce que les décisions n'ont peut-être pas été bonnes et qu'elles n'ont pas été prises progressivement, comme on l'a vu là avec Jocelyn Gourvenec, qui l'a fait par étapes. S'il avait tout voulu changer tout de suite, il se serait peut-être planté. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Gourvenec, c'est un naze, c'est un coach bidon. Ça marchait parce qu'il était à Guingamp, petit club, machin, bidule de chouette, mais le mec est bidon. Vous voyez comme quoi, comme ça tient pas à grand chose, et ça tient pas forcément à ce qui se passe sur le terrain, mais les décisions qui ont été prises en dehors du terrain. Et vous voyez, donc là c'est là où il faut avoir une capacité d'analyse et de prise de recul par rapport aux choses, et non pas seulement se dire, moi je suis un très bon coach, donc moi, vous pouvez me filer n'importe quel joueur là, je vais en faire des Messi et des Ronaldo. Non, il y a des limites dans tout joueur, et il faut le savoir. Et il faut simplement savoir ce qu'on veut faire, là où on veut aller, quel type de jeu on veut pratiquer et quel joueur il me faut pour pratiquer ce jeu-là. Et on ne peut pas, malheureusement, on peut faire progresser tous les joueurs, mais ils vont atteindre un seuil de compétence. Hein. Vous connaissez tous la théorie de Peter. Hein. On a tous, à un moment donné, on atteint un seuil de compétence et de niveau. Eh bien, c'est pareil pour les joueurs de football. Hein. Ils vont, à un moment donné, atteindre des limites. Tout simplement parce qu'on ne peut pas les changer à 20, 22, 23, 24, 25 ans, comme on a pu les façonner à 15, 16, 17, 18, où là, ils ont des marges de progression un peu plus importantes et on peut les faire progresser un peu plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, Bordeaux, 3e du championnat. Il joue contre le Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas donner de leçon à Jocelyn Gourvenec parce que je pense qu'il est suffisamment compétent pour avoir fait son analyse. Mais si j'étais Jocelyn, et par rapport à ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain jusqu'à présent, eh bien voilà comment je jouerais samedi face au PSG au Parc des Princes. Déjà, d'une part, je densifierais le milieu de terrain pour avoir au maximum le ballon dans les pieds de mes joueurs. Parce que si je laisse le jeu au PSG, s'ils prennent l'ascendant sur moi, ils vont me faire courir, ils vont m'épuiser les joueurs comme ils font avec la plupart des équipes. Et dans les 15-20 dernières minutes, les attaquants, là, les 3 flèches devant, ils vont me flinguer. Ils vont m'en mettre 2, 3, 4 en l'espace de 5-6 minutes parce que mes joueurs seront moins concentrés, moins attentifs parce qu'ils auront fait beaucoup de kilomètres justement pour compenser tous ces espaces au milieu de terrain et notamment de la défense bordelaise. Et pour moi, Ancelotti a eu la bonne tactique quand il a voulu avoir le ballon au milieu de terrain et imposer ce rapport de force au Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas l'imposer de manière naïve, parce que si Bordeaux fait comme ce qu'a fait le Bayern face au PSG, c'est-à-dire je prends l'ascendant au milieu de terrain et on se jette tous à l'abordage et on attaque à 7-8 joueurs et j'en laisse que 2-3 derrière en 1 contre 1 face à Neymar, Cavani et Mbappé,
mais là, vous êtes lessivés. Là, les mecs, ils vont vous torpiller, ils vont vous laminer, ils vont vous défoncer, là, les trois devant. Par contre, si vous avez bien des phases de jeu équilibrées entre la possession, la phase d'attaque, mais sans se jeter non plus à l'abordage comme l'a fait le Bayern, eh bien là, il y a de quoi inquiéter le Paris Saint-Germain sérieusement, parce que pour moi, les trois au milieu de terrain, Verratti, Rabiot et Thiago Motta, sont en grande difficulté lorsque vous les obligez à défendre. Ils n'aiment pas ça. C'est très clair, surtout Motta et Rabiot, ils n'aiment pas ça. Et si vous les agacez en permanence à les faire défendre, à les obliger à défendre, à un moment donné, ils vont faire les fautes, ils vont provoquer des fautes, vous allez créer des espaces, vous allez les agacer et vous allez prendre l'ascendant, qu'on dit psychologique, mental, sur le Paris Saint-Germain, si tant est que vous pouvez vraiment le prendre face au PSG. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Bordeaux c'est le Real, hein. Mais il y a de quoi faire dans cette équipe, je pense. Donc là, pour moi, c'est forte pression au milieu de terrain. Ne pas laisser complètement le jeu au PSG, sinon vous êtes mort. Là, vous n'avez aucune chance parce que vous allez passer votre temps à courir après le ballon et vous avez quasiment vous créez aucune occasion. J'en suis persuadé. Mais il faut aussi qu'il y ait des phases comme ne l'a pas fait du tout le Bayern, mais c'est là où c'est hallucinant de la part d'une équipe comme le Bayern, avec une intelligence de jeu et une expérience comme très peu de clubs ont en Europe. C'est qu'ils ont voulu, ils ont pris l'ascendant l'ascendant au milieu de terrain, ils ont attaqué comme des malades dans tous les sens, mais de manière, on va dire, un peu désorganisée, et malgré tout ils se sont créés des occasions. Ils se sont tous jetés vers l'avant sans penser au repli défensif. Donc si Bordeaux n'alterne pas, essayer de mettre la pression au milieu de terrain et également laisser un peu plus le ballon et se replier un peu plus dans ces 35 mètres, on va dire, pas beaucoup plus, pour après derrière, parce que ça va vite aussi du côté de Malcolm, du côté de Camano, ça va très vite, très vite, de Préville qui est assez adroit ou la Borde, peu importe, ça va très vite. Donc ils peuvent, s'ils alternent comme ça, pression milieu de terrain et puis un peu laisser venir pour chipper le ballon, jaillir au milieu de terrain et paf, accélérer très vite devant en contre. Là, ça peut faire très mal à la défense parisienne parce qu'on voit qu'elle peut être mise en danger. Il n'y a pas de défense qui ne peut pas être mise en danger et celle de Paris peut être également mise en danger. On l'a vu dans ces dernières rencontres et notamment dans le match contre Lyon qui s'est procuré davantage d'occasions que le Paris Saint-Germain. Donc on voit si le Bordeaux arrive à avoir un peu plus la main au milieu de terrain, à bloquer les ailes au niveau d'Mbappé et de Neymar, à les obliger un peu plus à défendre et à faire du travail défensif, et également alterner un peu plus repli défensif dans les 35 mètres pour jaillir vers l'avant, ils peuvent mettre des contre-assassins et inscrire des buts. J'en suis convaincu, ils ont l'équipe pour, les joueurs pour, qui vont vite, habiles techniquement, un Malcolm qui peut dribbler quasiment Marquinhos et Silva à lui tout seul, hein, et même frapper en dehors de la surface de réparation. On l'a vu, il a une belle frappe de balle précise. De Préville, très bon buteur. Camano, ça va très vite, passe, c'est assez précis au niveau des passes devant. Donc moi je pense que Bordeaux peut être l'équipe qui va peut-être le plus inquiéter le Paris Saint-Germain cette saison. Voilà, moi c'est comme ça que je jouerais si j'étais le coach bordelais. Mais je pense que Jocelyn Gourvenec n'a pas du tout besoin de moi pour faire l'analyse, hein, et peut-être qu'il a d'autres idées. Et je pense qu'il aura la bonne idée pour faire pratiquer un très beau football à ses joueurs et surtout à mettre en grande difficulté cette équipe parisienne. Alors d'autant plus si l'équipe parisienne joue comme elle a joué contre notamment Metz et Toulouse et Saint-Etienne, je crois, avec quasiment 4 attaquants devant. Et en laissant que 2 milieux de terrain, Rabiot Motta ou Rabiot Verratti, et en mettant devant Cavani, Neymar, Mbappé et Draxler,
Oh, ou alors là, c'est du pain béni pour Jocelyn Gourvenec. Là, il lui ouvre toutes les portes du milieu de terrain. Et là, il faut s'engouffrer encore plus dans la pression qui doit être mise au milieu de terrain de la part de Bordeaux. Mais je ne pense pas qu'Emery fera cette erreur-là. Il va garder ses 3 milieux de terrain dans ce match-là parce qu'il va se méfier quand même de cette équipe bordelaise. Souvenez-vous, 0 défaite cette saison. Malgré tout, attention Bordeaux, 0 défaite. Très bon au niveau de l'attaque, hein, puisqu'en 7 matchs, ils ont inscrit 13 buts. Pratiquement autant qu'en 19 matchs la saison dernière dans la première partie de saison. Par contre, ils ont encore un petit souci, c'est qu'ils ont pris quand même 7 buts. Donc c'est la 4e meilleure attaque, mais c'est seulement la 7e meilleure défense en championnat. Donc là encore, au niveau de la défense, Gourvenec n'a pas encore tout résolu. Mais il va y arriver, hein. C'est encore jeune tout cela, son arrivée est encore récente, mais il va y arriver avec encore 1, 2, 3 recrues au club. Ça va être une très très bonne équipe pour peut-être la saison 2018-2019, où là c'est du top 3 pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Jocelyn Gourvenec à Bordeaux. Donc pour moi, Bordeaux a mis du Gourvenec dans son vin, c'est indéniable. Hein. Là, c'est approprié en termes de description de ce coach. Gourvenec, c'est une main de fer dans un gant de velours, on l'a vu. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne analyse, qui a une très bonne gestion humaine de ses joueurs, de son staff, qui a gagné la confiance de ses dirigeants. Et c'est pas gagné d'avance avec M6 lorsqu'on connaît les actionnaires et les réticences qu'ils ont à investir dans le football. Donc voilà, Gourvenec, c'est l'avenir de Bordeaux. Mais souvenez-vous, c'est peut-être tout court l'avenir de la France. Allez, amis bordelais, bordelaises, je vous dis à bientôt. Soyez derrière votre équipe, allez au stade, remplissez-moi ce Matmut, pour faire un peu de pub, ce Matmut Atlantique. Soutenez votre équipe et s'ils ne finissent pas dans les 5 premières places, ils n'auront pas d'excuses. Allez, amis sociaux football, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 bye bye. Alors je mets de l'eau dans mon vin, je tire un trait, je fais le point, et je remets de l'eau dans mon vin, je bois d'un trait, je te rejoins.